Bonjour et bienvenue dans Dissolution. Cette semaine, le Premier ministre François Bayrou a eu l'honneur d'engager sa responsabilité sur le projet de loi de finances et sur la première partie de celui de financement de la sécurité sociale pour 2025. C'est pourquoi, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, j'ai l'honneur d'engager, en vertu de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, la responsabilité du gouvernement sur le texte de la commission mixte paritaire, complété d'amendements techniques et de coordination. Je vous remercie. En réaction, les députés de la France Insoumise ont déposé 2 motions de censure, une pour chaque 49.3 dégainées par François Bayrou. Après avoir tenté de censurer le gouvernement le 16 janvier sans succès, les 2 nouvelles motions de censure du groupe de gauche ont, elles aussi, échoué. Pour l'adoption 128, la majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Pour l'adoption 122, la majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. On passe de 128 à 122 pour la censure parce que les 6 députés PS qui avaient voté la première n'ont pas voté la seconde. Ils ont estimé que les gains étaient suffisants sur le PLFSS. Le budget de l'État et la première partie du budget de la Sécu sont donc adoptés. L'échec des 2 motions de censure est dû à l'abstention des groupes du RN et du PS. Cette non-censure du Parti socialiste a été l'occasion d'accusations ciblées. Mais qu'en est-il vraiment ? Le PS a-t-il fait scission du NFP ? Les perspectives à gauche sont-elles définitivement éteintes ? Et le RN dans tout ça ? En quoi profite-t-il de cette désunion ? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce nouvel épisode de Dissolution. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. La non-censure du PS et donc du gouvernement est une situation particulièrement compliquée. Elle est faite sur fond de discussions budgétaires particulièrement enfumées par le gouvernement. Cet épais brouillard financier fait des invectives autour de la censure un grand jeu de dupes. Il ne s'agit pas de ce qu'ils disent et ils ne veulent pas dire ce dont il s'agit vraiment. Cette confusion généralisée aggrave encore la division au sein du NFP qui est désormais mis en pause. Les textes financiers adoptés cette semaine sont l'incarnation pure du macronisme qui essaie, par tous les moyens, de se maintenir au pouvoir. Vous n'avez rien cédé, car ce qui a été présenté comme de maigres concessions à une partie de votre opposition n'est en réalité que l'arbuste qui cache bien mal la forêt austéritaire. Certes, les crédits de l'agence bio seront maintenus, 2,9 millions. Mais à côté de ça, le ministère de l'Agriculture et de l'Écologie verront leur budget amputé de 1,2 milliard supplémentaires par rapport à ce que voulait faire Michel Barnier. Certes, 4000 postes enseignants ne seront pas supprimés, mais c'est moins 225 millions du budget de l'Éducation nationale par rapport à Michel Barnier. Cependant, par un balai presque synchronisé, les membres du socle commun ont dégainé la même rengaine. Est-ce que ce budget est parfait ? Non. Aucun d'entre nous ne le trouve parfait, monsieur le rapporteur, vous l'avez rappelé. Mais je dois dire qu'ayant une légère antériorité dans les débats budgétaires, je n'ai, à la vérité, jamais rencontré une discussion budgétaire où le budget soit affirmé ou soit consacré comme parfait. Vous l'aurez compris, ce budget ne plaît à personne. Personne n'en veut. Nous sommes tous face à un choix de responsabilité. Soit prendre le risque du chaos avec l'adoption d'une nouvelle censure et d'une absence de budget, soit se satisfaire d'un texte budgétaire, même s'il est en demi-teinte, même si sur le fond, il ne satisfera pas vraiment beaucoup de monde, mais qui au moins est débarrassé de l'essentiel de ses irritants. S'il n'est le budget de personne et que personne n'en veut, on en vient à se demander pourquoi y en a-t-il encore pour le voter ? La réponse est évidemment toute simple. Ce budget, fondamentalement, est macroniste. Dans sa structure, dans ses objectifs et dans sa réalisation. Comme celui de Michel Barnier, il est assis essentiellement sur une réduction de la dépense publique pour 2/3 des efforts et une légère augmentation des recettes pour moins d'1/3 de la somme. Les économies réalisées font de ce budget un des plus austéritaires de l'histoire française, coupant massivement dans des services publics, ce qui n'empêche pas les centristes, en bons centristes, de prêcher l'importance de l'écologie. Je pense à notre jeunesse aussi. Parce que chaque seconde d'inaction contre l'endettement ou l'urgence climatique alourdit le fardeau que nous léguons aux générations futures. N'est-ce pas la première des injustices, sinon la pire des fautes morales ? Il n'y a pas de doute, vu les sommes coupées, ce budget est là pour lancer le démantèlement de l'État. François Bayrou, sous couvert de réécrire le budget, soi-disant à partir de 0 pour l'an prochain, a déjà annoncé la couleur. Alors nous allons, dès la semaine prochaine, repartir de chacun des départements ministériels
en analysant pour chacun d'entre eux si les missions qu'il doit conduire sont bien réalisées et si l'argent public qui leur est apporté est bien placé. C'est cela l'action que nous allons entreprendre. C'est nécessaire, difficile, mais il n'y a pas de possibilité de continuer comme nous le faisons depuis des décennies avec une méthode extrêmement simple. Comment faisons-nous le budget ? Nous prenons le budget de l'année précédente, nous y affectons plus ou moins un coefficient d'inflation. En bon macroniste, enfin, tous les coups sont permis pour faire passer son projet. Il est certain que l'adoption du budget devenait urgente. Si on en adopte un chaque année, c'est bien qu'il est nécessaire chaque année. Et si la loi spéciale adoptée en décembre pour éviter la faillite s'appelle spéciale, c'est qu'elle est spéciale. Elle n'est pas là pour se substituer à un budget de plein exercice. Cependant, autour de ces évidences, le gouvernement a bien manœuvré pour contraindre, encore une fois, la discussion parlementaire. Si la loi spéciale ne peut être que temporaire, elle est bien la preuve que les parlementaires ont pris leurs responsabilités et ont permis au gouvernement de disposer de plus de temps pour négocier sereinement le budget. Vous voulez faire croire aux Françaises et aux Français qu'en votant cette motion de censure, nous serions, nous, responsables de l'instabilité. Or, nous avons autorisé le gouvernement minoritaire auquel vous appartenez à lever l'impôt, payer les fonctionnaires, subventionner et investir sur le modèle qui prévalait en 2024. Notre pays dispose bien d'une loi spéciale budgétaire que vous contraignez sciemment dans son exécution, installant ainsi l'inquiétude chez nos concitoyens qui, du coup, pour certains, nous pressent de ne pas voter la censure d'un budget que pourtant ils désapprouvent. Cependant, ce n'est pas ce qui s'est passé. Une grande partie de la contrainte budgétaire révélée par les médias et le gouvernement venait du gouvernement lui-même. Le 30 décembre, le gouvernement Bayrou a limité les dépenses à 25% des seuils autorisés par la loi spéciale. Michel Barnier disait « Ah, si vous votez la censure, les fonctionnaires seront plus payés. » Madame Borne disait « Il n'y aura plus de carte vitale. » Vous avez vu que c'était faux. Et ben, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a décidé d'utiliser la loi ordinaire, la loi spéciale, qui reproduit le budget de 2024 de la manière la plus restrictive possible, alors que rien n'obligeait à cela. Par exemple, on a estimé que les subventions, on les coupait. C'est le gouvernement qui a donné sa version de la loi spéciale de cette manière-là. Dans la loi spéciale, on dit ce qui est indispensable. Les services civiques, c'est pas indispensable. Le pass culture, c'est pas indispensable. Donc, il a décidé de le faire. Pourquoi il a décidé de le faire ? Parce que ça lui permettait, quelque part, de mettre une pression sur la suite. De la même manière, c'est lui qui a décidé de dire on ne libère que 25% des crédits. En disant, mais ça permet à l'Assemblée de décider ensuite. Mais je suppose que l'Assemblée ne va pas décider qu'on baisse les crédits de la France de 25%, Vous savez que son budget, de 75%. La gauche a ainsi bien analysé que l'angoisse financière mise en avant par le gouvernement était aggravée et en partie fabriquée par celui-ci, et ce, quelles que soient les protestations du gouvernement. La bonne foi et la bonne volonté ont été au rendez-vous. Les simagrées des macronistes ne sont ainsi qu'un jeu de théâtre. Ils feignent ne pas vouloir de ce budget et le présentent comme imparfait. Mais cette insistance n'est pas là pour indiquer qu'ils auraient pu mieux faire, non. Nous avons travaillé avec toutes les forces politiques. Toutes ont été invités, tous les groupes invités de cette Assemblée ont été reçus et entendus. Toutes les forces qui participent et soutiennent le gouvernement, tous ceux qui ont accepté, bien que n'appartenant pas à la majorité, de s'inscrire dans le dialogue, c'est-à-dire dans une perspective positive, et ont voulu proposer des améliorations. Qualifier le budget d'imparfait leur permet de le présenter comme un compromis, ce qu'il n'est vraiment pas. Ils flattent au passage les socialistes pour leur sens des responsabilités. Et je veux ici saluer le choix du Parti socialiste et du groupe socialiste et apparenté d'éviter la politique du pire et d'être du camp des bâtisseurs. Je sais, et nous savons plus que d'autres sans doute au mouvement démocrate, ce que c'est que s'affranchir. On y gagne toujours sur le long terme et plus encore quand cela sert l'intérêt général. Et je sais également parce que vous êtes libres, vous demeurez dans l'opposition. Et nous avons besoin de l'expression d'une gauche forte, de conviction, d'opposition, mais aussi capable de prendre ses responsabilités comme elle a su le faire dans son histoire. Et n'hésite pas à se montrer condescendant avec les insoumis. Aurélien Lecoq accuse le gouvernement de charger un petit peu la barre pour faire croire à tout le monde que cette censure, que cette absence de budget, elle est absolument dramatique. Est-ce que c'est vrai ou non ? Il a tort. La loi, mais je vais lui expliquer.
normal, il est jeune député, il va apprendre tout ça. Non, par exemple, on a décidé... Allez, soyez pas condescendant, monsieur Biquet. Mais pas du tout. Et le spécial, pardonnez-moi, j'ai fait 13 ans de commission de finances, donc je connais un petit peu le fonctionnement, c'est ce que je me permets... 2024. C'est ce que je permets... Non mais, est-ce que vous voyez, une petite chose entre nous. Moi, je vous ai écouté. Donc allez, Philippe Biquet, on vous écoute. Les communistes, insoumis et écologistes ne se sont pas fait amadouer par les promesses creuses. Comme Stéphane Peu l'a fait remarquer, ce budget a été négocié entre la droite et la droite. Après lecture de la CMT, le constat est clair. Votre compromis, vous l'avez trouvé entre la droite et la droite. Ce texte est mauvais pour les Français, plus mauvais même que celui de votre prédécesseur Michel Barnier. Comme les écologistes l'ont rappelé, le budget et son adoption sont extrêmement importants pour définir les orientations politiques du pays. D'un point de vue juridique, je ne vous apprends pas qu'il est l'acte par lequel nous, parlementaires, autorisons le gouvernement à percevoir des impôts, à lever la dette et à financer des dépenses. D'un point de vue politique, un budget est la principale expression des orientations d'un gouvernement. C'est donc un acte fondateur, éminemment démocratique, un point de départ de l'implémentation d'un projet politique. Il est le reflet des options politiques du gouvernement et qui se traduisent par le choix de telle ou telle recette ou par le choix de telle ou telle dépense. Le vote ou l'abstention semblent ainsi être des marqueurs fondamentaux, voire vitaux pour les formations politiques. La non-censure de François Bayrou sur les textes financiers montre que, contrairement au temps de Michel Barnier, la situation politique a évolué. En effet, la censure de décembre a coûté au pays. Des investissements ont été réduits ou gelés, des embauches retardées, des aides reportées. Cette situation a particulièrement inquiété les petits exploitants d'entreprises, les commerçants, artisans, les agriculteurs, les collectivités territoriales et leurs agents qui dépendent de dispositifs financiers de l'État. Nous savons toutes et tous que les premières victimes d'une absence de budget sont ceux précisément que nous voulons défendre, les plus démunis, ceux qui ont le plus besoin d'une aide pour s'en sortir, qu'ils soient agriculteurs, salariés ou demandeurs d'emploi. Cependant, comme on l'a vu, il est certain que les petites gens, comme il dit, ne bénéficieront pas à long terme de l'application de ce budget. Votre budget, en fait, c'est la stabilité d'un cercle vicieux pour l'économie réelle. Il nous coince en fait comme des hamsters dans la roue néolibérale de M. Macron. Baisse du pouvoir d'achat des gens, baisse des investissements publics et donc, évidemment, chute des carnets de commandes pour les entreprises, chute de l'activité économique, chute de l'emploi et à nouveau baisse du pouvoir d'achat, etc. Et dans cette roue infernale, eh bien, évidemment, il y a de moins en moins de rentrées fiscales et une explosion du déficit public. Mais, en réalité, ce qui se jouait sur la censure ou la non-censure n'avait pas grand-chose à voir avec le budget, mais plutôt avec la stratégie politique, et il faut regarder les choix faits par 3 groupes. Le RN, le PS et le reste du NFP. Les principaux groupes du NFP ont, dès janvier, annoncé qu'ils voteraient les motions de censure contre le gouvernement Bayrou. Le RN et le PS, eux, se sont mis en réserve stratégique. Les 2 partis ont annoncé ne pas censurer immédiatement, mais se réserver cette possibilité s'ils venaient à changer d'avis. Alors chaque parti y est allé de la petite concession qu'il a obtenue. Nous avons obtenu la réindexation des pensions, l'annulation de la suppression des 4000 postes d'enseignants, la création de 2000 postes d'accompagnants d'élèves en situation de handicap, la multiplication par 3 du fonds d'urgence pour les EHPAD, l'abandon des 2 jours de carence supplémentaires dans la fonction publique, l'augmentation du fonds vert pour les collectivités, l'ouverture d'une conférence sociale sur les retraites pour revenir sur la réforme injuste de 2023. Grâce aux socialistes, il n'y aura pas de déremboursement des consultations chez le médecin, pas d'aggravation du déremboursement des médicaments. Concrètement, pour une consultation chez le médecin à 30 €, il n'y aura pas de hausse du reste à charge payé par le patient de 2,5 €. Est-ce suffisant ? Est-ce suffisant ? La réponse est évidemment non. Le RN n'a pas été en reste, même si sa position est plus complexe. Il n'a, en effet, eu de cesse de critiquer le budget pour dire qu'il était catastrophique pour la France. Il n'y a rien, évidemment, pour les travailleurs, il n'y a rien pour l'éducation, il n'y a rien pour l'intérêt général. Cependant, le RN n'a pas voté la censure sous prétexte que le PS ne l'aurait pas voté. Et en effet, si tous les partis d'opposition ne votent pas la motion de censure, elle échoue. Le RN a même affirmé sans aucune honte que le PS s'était fait acheter pour pas cher. Le Parti socialiste s'étant fait acheter, en réalité, à pas très cher. Et c'est vrai que le PS s'est fait acheter pour pas cher.
Comme on l'a montré dans notre dernier épisode, les concessions qu'il a obtenues sont dérisoires par rapport aux coupes faites par Bayrou. Mais ce que le RN oublie bien commodément, c'est que lui non plus n'a pas été acheté pour très cher. La motion de censure ne peut pas... Ah bah non, je veux dire, à partir du moment... C'est les mêmes résultats, vous allez faire la même chose que le Parti Socialiste, donc pourquoi eux, ils se seraient fait acheter et pas vous? Le RN se retrouve donc dans cette situation un peu rocambolesque, mais qui lui est devenue très familière. Il attaque le gouvernement à boulet rouge, tout en laissant l'essentiel de sa politique passer. Donc le seul qui s'en sort avec la tête haute, c'est évidemment le Rassemblement national, qui pour le moment a obtenu l'ensemble des lignes rouges pour lesquelles Marine Le Pen et Jordan Bardella s'étaient maintenus. Les retraites seront toujours indexées, les médicaments seront toujours remboursés. Il y a plus d'argent pour l'hôpital, il y a plus de postes pour les enseignants. Sous-entendu, le RN n'a pas de raison de voter la censure et n'en a jamais eu l'intention. La question reste alors de savoir à quoi peut bien jouer le PS. LFI a attaqué le parti de François Hollande et a prononcé en quelque sorte son exclusion du NFP. Est-ce que le NFP sera mort demain soir si les socialistes... Non, les socialistes ne seront plus dans le NFP. Mais c'est la fin. Il n'est pas mort. Parce que je vous rappelle que LFI, les communistes, les écologistes sont ensemble. Le raisonnement est assez simple. Ils ne votent pas la censure, donc ils soutiennent le gouvernement. Concrètement, vous me demandiez comment déterminerait les socialistes. Un budget, ça détermine qui est dans l'opposition et dans la majorité. Quand il y a 49-3, la seule façon de voter contre le budget, c'est la motion de censure. Ceux qui la voteront seront dans l'opposition, ceux qui ne la voteront pas, de fait, permettront que le budget fonctionne, que le gouvernement fonctionne. Ils seront donc dans un soutien sans participation au gouvernement. Et l'argument est assez convaincant. Cependant, la position des socialistes est, encore une fois, moins claire qu'on ne le croit. Ils ont annoncé déposer une motion de censure pour le mois de février. Pour justifier cette motion de censure spontanée, les socialistes attaquent le gouvernement pour sa posture très réactionnaire en matière d'immigration, que Bayrou avait accusé de provoquer un sentiment de submersion. Révoltés contre cette position digne du RN, les socialistes voteront donc bien une motion de censure contre le gouvernement Bayrou. C'est pourquoi, à l'issue du débat budgétaire, les députés socialistes déposeront une motion de censure qui porteront sur l'ensemble de votre politique et en particulier sur les graves entorses au pacte républicain qu'elle incarne. Les insoumis peu convaincus n'ont pas changé de braquet. Une fois que ce budget va passer, pendant un an, ils peuvent appliquer leur politique. Il n'y aura pas d'autre occasion de les censurer. Et tu me dis... il y aura d'autres occasions. Non, mais non, arrête. L'occasion que vous présentez, c'est un 49-2 sur la question de la politique, la submersion. Mais tu crois que le RN va voter cette censure? Tu sais mais très moi, bien je vais même te dire, il y aura d'autres occasions. C'est une balle à blanc. Vous permettez à François Bayrou et Emmanuel Macron d'appliquer sa politique de casse sociale et de politique austéritaire pendant un an. Et là, je suis désolé, mais tu n'as pas été élu pour ça. Alors, comment remettre de l'ordre dans tout ça? Les insoumis votent toutes les motions de censure et accusent le PS de trahison, alors qu'aucune censure ne serait passée. Le PS votera une motion de censure, mais pas celle sur le budget. Le RN, lui, crie haut et fort son opposition, mais reste la béquille indispensable au macronisme. Pour y voir clair, la sociologie électorale peut nous aider. De façon très schématique, les trois blocs n'ont pas les mêmes électeurs, qui n'ont pas les mêmes intérêts et idées. Le RN a des électeurs très opposés au bloc central et à la gauche, mais qui dépendent de missions budgétaires qui étaient en souffrance, sans un budget de plein exercice. Les intérêts électoraux du RN en font un roquet qui crie, mais ne mord pas. Ou une méduse qui pique, mais ne résiste pas. Votre parti appartient à la classe des invertébrés. Vous n'avez ni squelette, ni ossature, comme l'attestent vos circonvolutions, vos tergiversations, vos simagrées depuis un mois pour décider si oui ou non vous alliez voter la censure, comme si c'était un jeu. Et dans la classe des invertébrés, votre parti serait plutôt de la famille des méduses. Vous savez piquer, brûler, effrayer, mais vous n'avez aucune cohérence, aucune vision. Vous vous laissez porter par les courants de l'opinion, attendant avec cynisme le dernier moment pour savoir, entre le oui et le non, la posture qui vous rapportera le plus électoralement. Où est l'intérêt supérieur de notre pays dans tout cela? Ce macroniste n'a pas tort sur le RN, même s'il est très mal placé pour parler de l'intérêt supérieur du pays. À l'opposé, LFI, les communistes et les Verts font le pari de la stabilité idéologique. Ne pas se mêler des compromissions du bloc central et rejeter tout ce micmac en renvoyant les pots cassés sur le dos du gouvernement. Les socialistes, eux, opportunistes comme toujours, voient l'occasion de faire d'une pierre deux coups. En soumettant une motion de censure plus tard, ils reprennent l'étiquette de l'opposition que les insoumis leur ont retirée. Mais en ne votant pas la motion de censure sur le budget, ils se distinguent du reste du NFP qu'ils accusent d'être sous la férule de Jean-Luc Mélenchon. Et en même temps, ils se présentent comme un parti de gouvernement sérieux et raisonnable, pas comme ces agités d'insoumis. Encore une fois, ces choix stratégiques peuvent être éclairés par la sociologie électorale du PS, dont on sait que l'implantation locale est cruciale. L'important groupe socialiste au Sénat n'existe que parce que le PS fait de bons scores aux élections locales. Et si vous ne vous souvenez plus très bien comment les sénateurs sont élus, on vous renvoie à la vidéo du Peuple a ses raisons qu'on avait fait il y a 2 ans.
Surtout toi, Nathalie. Le PS fait donc de bons scores aux élections locales. Or, les collectivités territoriales ont été parmi les premières à souffrir du blocage budgétaire. D'où l'empressement des socialistes de passer à autre chose. Bref, comme on le voit, ce qui se joue autour de la censure a autant à voir avec le budget qu'avec la stratégie politique ou la sociologie électorale. Au milieu de ces enjeux complexes, une inquiétude s'est accentuée. La dislocation définitive du NFP, comme un député RN l'a si bien montré. Le cirque NFP est aujourd'hui de passage à l'Assemblée nationale. En effet, nous avons donc des clowns de l'alliance NFP qui déposent une censure et d'autres clowns de cette même alliance NFP qui annoncent qu'ils ne la voteront pas. Alors le NFP est-il vraiment mort et enterré ? La dernière fois, nous avions montré que la situation parlementaire était beaucoup plus compliquée que ce qu'on croyait. Pour la première fois de la Ve République, les partis d'opposition sont en mesure de censurer le gouvernement en place sans être dissous. Cette possibilité nouvelle brouille les calculs stratégiques entre des partis qui, comme on vient de le voir, ont des intérêts électoraux qui sont parfois divergents. Cette non-censure a cependant été un casus belli déclaré par la France insoumise. Si le PS permettait au budget d'être adopté, alors les insoumis considéreraient le PS de fait dans la majorité présidentielle, même s'il ne participait pas au gouvernement. On a vu que le PS entretenait une ambiguïté stratégique par le dépôt de la motion de censure indépendante et l'abstention sur celle du budget. Cependant, ces actions ont un coût. En montrant une gauche divisée, le PS ouvre le front aux critiques. Collègues du NFP, achetez-vous une cohérence. Soit vous soutenez tous la censure, soit vous ne la déposez pas et vous cassez officiellement votre alliance. Car c'est quoi aujourd'hui le nouveau Front populaire ? Un front qui tire dans deux sens différents et vous prétendiez pourtant gouverner la France ensemble. Qu'il y ait des désaccords de stratégie politique entre différents partis de gauche pour gagner le pouvoir, personne n'est très surpris. C'est normal et souhaitable. Ce qui est plus dommage, c'est l'attitude du PS qui a décidé de faire cavalier seul, comme Emmanuel Grégoire a bien fini par le reconnaître. Mes chers collègues, je vous le rappelle, le nouveau Front populaire est une alliance dans laquelle chaque parti conserve son autonomie stratégique. Ce n'est pas une instance dominée par un clan et par son chef. En effet, cela aurait pu être une action concertée, présenter une gauche plurielle sur la stratégie et l'idéologie, mais fondamentalement unie sur les principes fondamentaux. Cependant, le PS n'a pas, selon toute vraisemblance, associé ses partenaires du nouveau Front populaire à ses réflexions stratégiques. Il est certain qu'un accord aurait été difficile, voire impossible à trouver. Les insoumis et les socialistes ne sont pas d'accord sur des questions politiques et stratégiques importantes. Mais, comme les insoumis l'ont bien rappelé, les socialistes ont été élus sur un programme commun, sous une bannière commune, faisant du NFP une étiquette qui n'appartient à personne, parce qu'elle appartient à tous. La véritable trahison du PS, elle est là. Chercher la stratégie seule, qui l'avantage lui, et se positionner seul pour essayer de gagner seul. Mais ce n'est pas grâce au PS que la gauche existe encore aujourd'hui. Ces scores font honte à toute personne qui s'est dite une fois socialiste. La gauche a survécu, tant bien que mal, grâce d'abord aux électeurs de gauche, qui se sont massivement rassemblés derrière un candidat à la présidentielle de 2022. Elle a survécu ensuite grâce à des alliances qui n'ont cessé d'être défaites par les mêmes partis qui les ont fondées, malgré la fureur de leurs électeurs. Ne pas avoir pris au sérieux ses partenaires du NFP montre que le PS a un usage opportuniste des étiquettes d'union. Quand elle est profitable, il la plébiscite, mais quand de nouvelles opportunités se manifestent, il revendique l'indépendance stratégique, pour reprendre les mots d'Emmanuel Grégoire. Ne nous trompons pas, les cris d'orfraie des insoumis et les coups de baron noir des socialistes ne profitent qu'aux macronistes et au RN. L'échec terrible de Villeneuve-Saint-Georges doit servir de leçon à tous les partis de gauche. Pris dans des luttes intestines, ils n'ont pas réussi à mobiliser les électeurs. Alors que Louis Boyard était en tête au premier tour, le report de voix pourtant complet de la liste PS, EELV, PCF n'a pas suffi. La liste LR a réussi à mobiliser beaucoup plus d'électeurs. Peut-être que si les partis de gauche avaient moins voulu imposer à chacun sa domination pour faire un vrai front commun, la ville aurait été gagnée au premier tour. Et comme à chaque fois que la gauche se tire dans les pattes, c'est la droite qui en profite. Pendant qu'on se déchire entre partis du NFP, le RN peut dire tout et son contraire sans être trop inquiété. Il attaque sans ménagement le gouvernement, mais reste encore son fidèle soutien. Comme à chaque fois dans l'histoire, l'extrême droite ment tout le temps. Elle dit être contre la politique macronienne, mais oublie sa propre histoire ultra-néolibérale. Elle prétend s'opposer à Macron, mais ne vote pas les motions de censure. Elle revendique la fin de l'AME, mais quand ça capote, dit que c'est une lubie des LR. Et pour ce qui est des LR, écoutez, je pense que c'est la plus lourde humiliation des Républicains depuis longtemps. La liste était pourtant longue. Donc les LR n'ont même pas obtenu, pour soutenir ce gouvernement macroniste, 200 pauvres millions d'euros sur l'AME. Ils n'ont obtenu même pas une petite modification ridicule du dispositif technique. Donc les Républicains soutiennent M. Macron pour rien, sinon plus d'impôts pour les entreprises.
plus d'impôts pour les ménages et plus de socialisme sociétal. Ce n'est pas étonnant. Ils sont l'opportunisme même. Ils savent que de toute façon, leur électorat votera toujours pour eux. Et s'il y a encore des doutes, ils déclencheront la grande machine à lavage de cerveau et passeront des semaines à taper sans retenue sur les migrants pour terroriser leurs électeurs et les contraindre à voter pour eux. L'extrême droite se revendique du peuple, mais au fond, elle le méprise et sait que pour le manipuler, il suffit de flatter ses bas instincts, la haine et la peur. Peu importe après qu'ils appliquent la même politique économique qu'Emmanuel Macron, le RN ne vise qu'une seule chose, les prochaines élections, pour avoir sous leurs bottes la France tout entière. Le seul salut ne viendra pas d'une censure proposée par des imposteurs qui ont soutenu des macronistes face au RN. Non, le salut viendra de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Alors vivement la prochaine dissolution. Voilà pour cette fois. On se retrouvera bientôt pour voir ce qui se passe au Parlement, la motion de censure des socialistes et le reste de l'agenda politique de février qui s'annonce lui aussi très chargé. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner à la chaîne de Blast. Dernier point. À l'heure où nous publions cette vidéo, il reste 123 jours à attendre avant qu'une nouvelle dissolution soit possible. D'ici là, on vous laisse avec cette citation inspirante. « J'ai appris que la voie du progrès n'était ni rapide ni facile. » Marie Sklodowska-Curie.